Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission pour célébrer la pensée complexe, aurait dit Edgar Morin. Délivrez-vous pour parler littérature, pour parler philosophie. Délivrez-vous pour célébrer la culture générale, pour faire la promotion de l'intellection, de l'élévation de l'âme. Aujourd'hui, j'aurai à mes côtés pour cette émission un docteur en philosophie. Monsieur vient de Paris 8, monsieur est professeur d'université. Nous allons parler de ses lectures, de son rapport au savoir, de son rapport avec la chose intellectuelle. Mais si vous voulez, ouvrons la fête avec un poème. Place à la rubrique Temps poème. Bon, oui, je sais, je n'aurais pas dû. Mais que voulez-vous, Aimé Sabinès, il est très présent dans mon panthéon personnel. C'est l'un de mes écrivains préférés. Poète mexicain, Aimé Sabinès, avec un poème qui pourra choquer quelques-uns, quelques esprits gentils, qui pourra choquer la pudeur publique. Le poème prône une canonisation. Il faut, nous dit Aimé Sabinès, canoniser les putes. Martyrologue du samedi, Betty, Lola, Margot, Vierge perpétuelle, reconstruite, martyr provisoire, pleine de grâce, source de générosité. Tu donnes le plaisir, ô pute rédemptrice du monde, et tu ne demandes en retour que quelques misérables monnaies. Tu n'exiges pas qu'on t'aime, qu'on te respecte, qu'on s'occupe de toi. Et tu n'imites pas les épouses en pleurnichant avec les reproches et la jalousie. Tu n'obliges personne à prendre congé ni à se réconcilier. Tu ne bouffes ni le sang ni le temps. Tu es libre de toute faute. Tu reçois sur ton sein les pécheurs. Tu écoutes les mots et les rêves. Tu souris et tu embrasses. Tu es patiente, experte, sujette aux tribulations, savante et sans rancœur. Ô pute, tu ne trompes personne, tu es honnête, intègre, parfaite, tu annonces ton prix, tu te présentes, tu ne fais pas de discrimination contre les vieux, les criminels, les demeurés, ceux d'une autre couleur. Tu supportes les agressions de l'orgueil, les guet-apens des malades. Tu soulages les impuissants, tu stimules les timides, tu satisfais les comblés. Tu trouves une formule pour les désenchanter. Tu es la confidente de l'ivrogne, le refuge du fugitif, le repos de celui qui est sans repos. Tu as éduqué ta bouche et tes mains, tes muscles et ta peau, tes viscères et ton âme. Tu sais t'habiller et te déshabiller, te coucher et bouger. Tu es précise quant au rythme, exacte quant au gémissement, docile dans les manières de l'amour. Tu es la liberté et l'équilibre. Tu n'attaches ni ne retiens personne. Tu n'imposes ni les souvenirs, ni l'attente. Tu es pure présence, fluidité, perpétuité. Ô pute, dans le lieu où tu sers la vérité et la beauté de la vie, dans un bordel élégant, dans une maison discrète ou sur le lit des pauvres, tu es comme une lampe et un verre d'eau et un morceau de pain. Ô pute, mon ami, mon amante, mon aimé, recoin de ce jour, de toujours, je te reconnais, je te canonise de l'autre côté des hypocrites et des pervers. Je te donne tout mon argent, je te couronne avec des feuilles d'herbe et je me prépare à tout apprendre de toi tout le temps. Il faut canoniser les putes. Aimé Sabinès, les poèmes du piéton. Écoutez, pour parler philosophie, il faut bien faire de la provocation. Place maintenant à l'entretien du jour avec Doris Mont.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vous savez, les hommes ont inventé plein de choses. Il y a des domaines de l'esprit qui sont subjugants, qui sont fougueux. Les hommes et les femmes ont inventé une chose qui s'appelle la philosophie. Et qu'est-ce qu'elle est prétentieuse, cette chose? La philosophie qui souhaite probablement tout saisir, tout comprendre, rendre tout intelligible. La philosophie qui impose des études. Mon invité a fait un doctorat en philosophie. Docteur Dorismond, bienvenue à Délivrez-vous. Merci. Tu es très calme pour un philosophe, très posé, très serein, très olympien. Alors je dirais, en ce qui concerne précisément la philosophie, dans son étymologie, j'habite le lieu de la sagesse. Et voici, si tu veux, une expression que beaucoup mésutilisent. Associer la philosophie et la sagesse. Bien entendu, pour le téléspectateur lambda, nous ne parlons pas là de la sagesse comme comportement, comme façon d'être. Nous sommes dans autre chose. Qu'est-ce que c'est que la sagesse philosophique? Si on va au sens étymologique, et précisément au sens ancien, on entendra la sagesse comme la totalité déjà du savoir disponible. Et par cette totalité, une connaissance ou bien une certaine maîtrise, une vue complète du monde. Ici, le monde à entendre à la fois comme ce qui nous entoure et nous-mêmes. Donc, la philosophie comme amont de la sagesse se veut une vue globale, complète, totale du monde, et par là, une satisfaction, on pourrait dire aussi, complète de l'esprit. Alors, j'allais le souligner tout à l'heure quand vous avez fait référence à la philosophie comme cette chose mise au monde par l'homme. Ce n'est pas seulement une chose mise au monde par l'homme, la philosophie, c'est une exigence de l'esprit, en ce sens qu'il est, on pourrait dire ainsi, de la nature, de l'esprit, justement, de vouloir se fondre à je ne sais quelle chose dans le monde, s'unir à cette chose-là, et c'est à ce niveau que la philosophie s'invente. Et quand tu me dis une exigence de l'esprit, tu sous-entends par là que tout le monde est forcément dans une posture de philosophe à un moment dans le courant de sa vie. On ne doit pas confondre la philosophie comme institution, on pourrait dire, académique, universitaire. Voilà, justement, c'est ce que je représente d'une certaine manière quand on parle de docteur en philosophie. Et la philosophie comme cet élan qui traverse tout homme, toute femme, en tout cas l'humanité. Et par quoi, je dirais, on se distingue des autres animaux, justement, ce souci d'avoir une vue globale, une vue complète du monde. Alors je disais tantôt que vraisemblablement, il y aurait un élan à la fois du monde et de l'homme qui cherche à se rencontrer pour la plus grande sérénité de l'humanité. C'est à ce niveau que je pense que la philosophie ne serait pas l'affaire de moi-même et de mes collègues philosophes de la corporation, mais de toute l'humanité. Mais la philosophie, elle est cérébrale, elle a des exigences cognitives. Est-ce que nous sommes tous capables, si tu veux, de cérébralité? Est-ce que certains ne sont pas bons manuellement? La philosophie, comme on pourrait dire, cérébralité, en ce sens que la philosophie mobilise une forme de pensée, une forme de raisonnement proche justement du calcul mathématique, le logos, qui est à la fois discours et calcul.
justement, n'est pas l'affaire de tout le monde, en ce sens que tout le monde n'a pas accès à cet espace de formation qu'est l'université ou du moins l'école pour se former à cette forme, ce type de pensée ou de raisonnement. Mais il n'y a pas que la cérébralité, justement. Et moi, je suis persuadé que la philosophie est moins cérébralité que cordialité. Si on veut faire jouer les deux mots, quoi, le cerveau et le cœur, l'intelligence et le cœur, la raison et le cœur, en ce sens que tout part d'une certaine manière de l'intuition, de cette connaissance vague, comme on dit spontanée, mais d'où se met déjà en place l'essentiel de la pensée. Donc, il faut savoir se sentir, savoir sentir pour pouvoir mobiliser la raison comme cérébralité. Donc la raison serait, et dans ce contexte-là, l'un des outils privilégiés du philosophe. C'est avec cet outil-là qu'il creuse. Je dirais faculté d'explicitation de ce que l'on sent profondément en soi, ou du moins tout autour de soi, à partir duquel le discours philosophique se met en branle ou s'élabore. En dehors de ça, il est difficile de penser justement à une philosophie quelconque, parce que les animaux aussi ont un cerveau, mais ils ne philosophent pas. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'intelligence, ou du moins de la même forme d'intelligence que nous? Je dirais de la même forme d'intelligence que nous. Justement, c'est d'une part, on pourrait dire, de cette forme de symbolisation en général, d'abstraction, de mise, on pourrait dire, un peu à l'écart de soi. Et c'est ça, en fait, la symbolisation, d'une certaine manière. Et à partir de cette mise à distance, la capacité à combiner. La philosophie, en ce sens-là, est une combinatoire de symboles, on dit de concepts, bien sûr. Et je pense que autant que les animaux ne pensent pas de la même manière que nous, on peut stipuler qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne cérébralisent pas, parce qu'au fond, tout commence par nous, en ce sens que c'est nous qui nommons les choses, c'est nous qui cherchons justement à leur donner du sens, et nous posons prétentieusement, bien entendu, notre manière de faire comme schéma. Et selon ce schéma-là, les animaux, ils ne sont pas comme nous. Il y a un regard cliché qui détermine l'activité de philosopher. Le philosophe, il est perçu comme quelqu'un qui est toujours très aérien, il n'est pas collé au réel, il est dans des spéculations métaphysiques. Mais ton cas est particulier, docteur Dorismond. Tu enseignes la philosophie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, une philosophie sociale? Déjà, je préciserai à la fois pour le grand public, mais aussi pour ceux-là qui mobilisent constamment ce cliché sur la philosophie. Méfiez-vous des philosophes. Pour avoir su manier, on pourrait dire, l'abstraction, ils savent, quand ils le veulent, manier très très bien la concrétude des choses. Qui peut le plus, peut le moins. Bon, je ne le dirai pas de la sorte. Je ne le dirai pas de la sorte en ce sens que je ne sais pas au clair ce qui serait le plus, ce qui serait le moins. Mais les philosophes, ils ne sont pas si aériens qu'on le pense, dans la mesure où, justement, on pourrait dire, tout le terre-à-terre prend sens dans les nuages, des concepts. Maintenant, ce que tu enseignes, la philosophie sociale, dis-nous ce que c'est, mobilise une pédagogie autour de ça. Alors, l'idée, c'est plutôt, déjà même, dans le choix de la thématique de ma thèse, j'ai voulu produire quelque chose qu'un philosophe français, qui était membre de mon jury de thèse, Étienne Tassin, avait appelé une philosophie incarnée. Cette expression m'a beaucoup plu, parce que c'est ce que j'ai voulu faire, sans pouvoir le nommer.
donner une certaine incarnation à la philosophie. Alors, doublement. D'une part, à la philosophie dans sa tradition générale, bien sûr, et il y a eu quelques philosophes à donner cette chair à la philosophie. Mais moi, je voudrais participer d'une autre manière. Déplacer la philosophie de son lieu traditionnel à un lieu insolite, l'esclavage. Et à un lieu insolite aujourd'hui, Haïti et la Caraïbe. La philosophie ne s'est jamais préoccupée de ces lieux qui ont contribué et qui ont participé à l'institution de la modernité telle que nous l'avons, ou à la philosophie aussi, comme discours de la modernité d'une certaine manière. Donc ça a été justement mon souci de déplacer la philosophie de son lieu, je dirais, conceptuel, à la base, aérien, européen ou occidental, pour qu'elle obtienne une incarnation dans les plantations, dans les habitations esclavagistes et par ensuite dans ce que nous vivons en Haïti. Ouais. Donc ton idée était d'appeler la philosophie à la barre pour apprécier des situations concrètes, historiques, comme l'esclavage, pour que les gens te suivent bien. Sans trop, on pourrait dire, cette prétention-là, appeler à la barre une tradition aussi prestigieuse, c'est bien une prétention. Mais je dirais plutôt mettre la philosophie à l'épreuve de ce qu'elle n'a jamais pris en compte et voir d'une part qu'est-ce que ça va donner, et dire qu'est-ce que ça peut être une philosophie élaborée à partir d'Haïti, à partir de la Caraïbe, et en même temps voir qu'est-ce que Haïti peut être au regard d'un questionnement philosophique. Parce que, selon moi, et cela je le dis sans provocation, n'en déplaise à certains spécialistes des sciences sociales, je dirais haïtiennes, que je pense que les sciences sociales pratiquées en Haïti souffrent d'un déficit de philosophie. Et là, c'est parce que les professionnels de ces milieux-là ne sont pas suffisamment philosophes, n'ont pas du une tout ça. culture philosophique. Si on voit généralement l'histoire des grandes figures des sciences sociales européennes ou américaines, ou en tout cas occidentales en général, à la base, certains ont eu, la majorité bien sûr, et les plus brillants, des formations en philosophie. Alors, ce n'est pas une question de privilège, ce n'est pas une question de supériorité, c'est plutôt la discipline, je dirais, la rigueur de pensée qu'apporte la philosophie, justement ce travail de conceptualisation, cette nécessité de préciser constamment ce de quoi on parle. Ça, c'est une rigueur méthodologique. Et cette philosophie-là devient... que nous n'avons pas toujours dans les sciences sociales haïtiennes. Et pour moi, ça viendrait d'un déficit de philosophie. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a même la façon de poser un ensemble de questions. J'en prends pour exemple. Si vous voulez, dans les sciences sociales haïtiennes, il y a quelque chose de récurrent du point de vue méthodologique, même épistémologique. La question que j'appelle dualisme méthodologique du créole et du bossal. En fait, toutes les sciences sociales haïtiennes, à part quelques rares exceptions, sont traversées par cette préoccupation de la société divisée en créole, bossal, paysan, bourgeois, élite, paysan, alors qu'on ne se pose pas la question de quelle dynamique globale, justement, aurait structuré, en tout cas, porté la société haïtienne. Pour moi, sans prétention bien sûr, et on peut en discuter, il aurait bien fallu l'arrivée de la philosophie en Haïti pour qu'on constate qu'on doit passer à autre chose. Premièrement, parce que le dualisme méthodologique donne lieu à des politiques qu'on ne cesse de critiquer, des politiques, j'appelle d'animalisation, à des politiques d'apartheid, telles que ça s'observe dans la société haïtienne. Pourquoi? Parce que quand les sciences sociales proposent des concepts, généralement, elles proposent des outils pour l'action, en même temps, en tout cas, convertibles pour l'action. À proposer justement des concepts comme... Et tu penses que là, la philosophie peut intervenir pour aider à mieux conceptualiser, pas seulement la mieux façon conceptualiser, de saisir la mais réalité? à d'abord attirer l'attention que les sciences sociales comportent une certaine politique.
C'est-à-dire on ne fait pas les sciences sociales avec cette neutralité généralement présentée au lecteur. Le choix des concepts, les modes, on pourrait dire, mais les modes de reconfiguration, de configuration du social, c'est déjà, je dirais avec Rancière, c'est déjà des formes de partage du sensible qui sont déjà des politiques. Et ça, c'est déjà, on pourrait dire, une sorte de mise au point, mise en garde philosophique. Un peu les sciences humaines et sociales viennent en amont à la construction d'un discours qui serait politique. Alors, pas que le discours, mais les pratiques. Il y aurait un aussi. va-et-vient. Il y aurait un va-et-vient. Si on revient une fois à la question créole-bossale, c'était bien déjà disponible plutôt dans la société, bien avant l'arrivée de ces chercheurs en sciences sociales qui ont dressé, élaboré créole-bossale comme concept. Donc, il y a par moments un aller-retour entre les sciences sociales et l'expérience politique, en ce sens que on soutient, on élabore des concepts, justement, parce qu'on appartiendrait à telle ou telle soit idéologie ou bien sensibilité politique ou autre, ou en retour, pour avoir élaboré dans sa neutralité, on pourrait dire, de chercheurs, de scientifiques, des concepts, on donne lieu à des possibilités d'action politique. Maintenant, si tu permets, Dr Dorismont, un petit cadrage sur ce que nous faisons là, maintenant. Et la philosophie mobilise son arsenal conceptuel, elle se déploie d'une certaine façon, elle a son utilité, elle a sa valeur. Mais quand nous parlons de discours philosophique, nous parlons de quoi? Qu'est-ce qui diffère le discours philosophique du discours lambda? Alors là, c'est très compliqué à définir, dans la mesure où, si on revient à toute l'histoire de la philosophie, on retrouverait presque tous les registres de discours dans cette tradition-là, que ce soit de poésie, que ce soit du romanesque, que ce soit de l'aphorisme précisément, ou du récit tout court. Mais si on revient au commencement et se poser la question même pourquoi justement on a commencé la philosophie avec Socrate ou bien Platon, on comprendra quelque chose de ce qui caractériserait le discours philosophique. Alors, la philosophie a pris naissance par ce qu'on appelle le miracle grec, mais plutôt, je dirais, par une sorte d'interprétation d'un discours déjà disponible. Le discours mythologique, le discours des tragiques. Interprétation et mise en question de ce discours-là. Interprétation, mise en question, bien sûr, parce que en fait, c'est ce qui caractérise la philosophie, mais surtout avec un élément nouveau que la philosophie va apporter, c'est le dialogue. Ça, c'est important de le signaler. La philosophie ramène le dialogue, la cordialité, comme tu l'as dit, l'adoucissement. Écoutez, vous suivez des livres et vous, ça s'appelle faire un bon choix dans sa vie. Je vous laisse une seconde pour respirer. Allez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vous suivez, mesdames et messieurs, Délivrez-vous. Délivrez-vous, c'est une émission qui est appelée à faire la promotion de l'intelligence. Et aujourd'hui, je reçois un docteur en philosophie. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Nous allons maintenant parler d'épistémologie. Dorismont, tu enseignes cette matière-là. Je te dis tout de suite, j'ai 18 ans. Je zappe comme ça là, sur la télévision et je tombe sur deux mecs qui parlent de philosophie. Je m'arrête 5 secondes et j'entends tomber le mot épistémologie. Je ne sais pas ce que c'est l'épistémologie. Je suis comptable.
Et pourtant, il y a lieu, autant que la comptabilité produirait une certaine connaissance, d'élaborer une épistémologie de la comptabilité. Alors, ça peut se faire de deux manières, soit on pourrait dire d'un point de vue extérieur, celui du philosophe, qui se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait, justement, lui qui est comptable, ou du moins qui a la prétention de produire de connaissances comptables. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance comptable et comment ça se produit et en quoi cette connaissance, on pourrait dire, se rapproche de l'idéal de scientificité. Dès qu'on commence à questionner sa pratique intellectuelle, nous sommes en épistémologie. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième façon de faire. Vous, en tant que comptable, à un certain moment, vous vous arrêtez, vous vous posez la question sur le sens de ce que vous êtes en train de faire. Justement, qu'est-ce que je fais et quel est son sens? Est-ce que ça correspond ou bien répond aux critères de scientificité établis, on pourrait dire, selon la raison. Mais je dois préciser en même temps, au moment où vous vous posez cette question-là, vous cessez d'être comptable pour être épistémologue. Donc l'épistémologie se veut un discours sur un autre discours. En fait, prenons la comptabilité comme science, voilà. Science comptable, c'est le premier discours. Et les questions que vous vous posez sur la comptabilité qui vont donner lieu à un argumentaire, à des réponses, tout ça. Donc le deuxième discours, voilà ce que c'est que l'épistémologie. Donc c'est un deuxième discours, le discours épistémologique. C'est un discours sur la science, ou sur la science. Sur les sciences particulières, comme discours. Sur la valeur de la science, sur l'utilité de la science. D'abord, sur la valeur de la science, pas la valeur dans le sens d'utilité, mais c'est la valeur de la science, ou bien de cette science-là, en ce qu'elle aurait répondu aux critères de scientificité. Parce qu'il y a des critères, justement, pour élaborer de connaissances scientifiques, pour instaurer, on pourrait dire, une science. Et là, de temps en temps, des regards, soit des regards internes du scientifique lui-même, ou des regards externes, ou du philosophe de profession, se pose des questions pour saisir justement la pertinence des connaissances produites au regard de l'idéal de scientificité. Mais là, en ce sens, Dorismond, l'épistémologie, elle est partout. Il y a une épistémologie de la réalisation télé, une épistémologie de la médecine, une épistémologie de la psychologie. On ne peut pas outrepasser ce stade discursif où on questionne sa pratique. Alors déjà, il faut qu'il y ait une prétention à la science, justement. C'est-à-dire, toutes les activités ne donnent pas lieu à une épistémologie. Les activités scientifiques seules donnent lieu à cette forme de réflexion. Parce qu'il faut évaluer ce que tu appelles le critérium de scientificité. Voilà, de scientificité. Alors, vous prétendez, par exemple, que tel type d'activité est une science, justement, pour évaluer, mesurer ce niveau de scientificité, on va voir ce que vous mettez en place comme méthode, comme protocole de recherche, et au regard de ce qui est fixé, on pourrait dire, par la raison. Là, on commence à voir les critères de scientificité. On a parlé de protocole, on a parlé de méthodologie. Le critère par excellence, c'est l'objectivité. L'objectivité. L'objectivité qui, justement, on pourrait dire, idéal qui distingue la science ou la connaissance scientifique des autres formes de connaissances qui ne sont pas trop, se sont pas trop préoccupés par ce souci du chercheur, ou en tout cas de l'observateur du sujet, de se mettre à distance de la connaissance à produire. Donc ça, c'est la marque par excellence d'une connaissance scientifique, que cette connaissance se démarque autant que faire se peut de tout affect, de tout état d'âme, de tout préjugé, on pourrait dire. Ouais, c'est vraiment une connaissance froide à la limite. Mais plaçons maintenant ton travail au sein de l'université. Tu es professeur d'épistémologie et de philosophie sociale. Comment les étudiants haïtiens, tes étudiants, réagissent à ton cours? Est-ce qu'ils arrivent à questionner le savoir?
tant bien que mal. Mais cette question me permet de formuler plutôt une hypothèse. En fait, et à partir de là, et montrer en quoi, justement, les étudiants que j'ai, je veux supposer que ce soit comparable pour les autres étudiants d'autres facultés. Alors, ce que j'ai pu constater durant mes années d'enseignement jusqu'à présent, c'est que nous, les Haïtiens, vraisemblablement, nous aurions une forme de pensée, je dirais une structure de pensée un peu différente de ce qui se passe à l'université. Alors, je le dis de façon bien rapide, mais c'est plus complexe que ça. Il faut dire, d'une part, que la société haïtienne est marquée par une dynamique à la fois traditionnelle et moderne, par une présence d'une structure de pensée plus proche du récit, on pourrait dire du mythe, de la narration, et en même temps un élan vers cette forme de pensée abstraite, conceptuelle, tout ça. Et à l'université, ou en tout cas chez l'étudiant haïtien, il y aurait une sorte de confrontation, de conflit entre ces deux formes de pensée, ce qui donne lieu très souvent à une forme de mécompréhension, mésinterprétation, ou bien de difficile compréhension, difficulté plutôt à comprendre la démarche le plus souvent, à la fois, je dirais, des profs, mais précisément et encore plus du philosophe, de l'épistémologue. Maintenant, si nous restons au sein de l'université d'Aurismont, l'université, c'est un espace magnanime, magnifique, qui serait appelé à produire des savoirs. Compte tenu de l'état actuel de l'université en Haïti, penses-tu que nous avons vraiment des universités? Je ne dirais pas non. Parce que d'une part, on pourrait dire, du point de vue même de la société, on parle de l'université, de notre université comme étant une université. Donc je ne saurais à moi seul contredire la société en ce sens-là. Mais puisqu'il y a une question aussi de raison, on pourrait dire, et d'idéal, ce que j'appellerais avec mon collègue Augustin Ville une question de fait. De fait, nous avons une université de droit. Je ne suis pas certain que nous ayons une université. Parce que, justement, l'université de droit en fait, produit des connaissances, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est plutôt, c'est en même temps un champ régulé par des critères, par une vocation, laquelle vocation que notre université ne tient pas. C'est produire de savoir à la fois au bénéfice de la société, pour sa meilleure compréhension, pour sa meilleure gestion ou gouvernance, mais produire des savoirs valables aussi pour l'humanité. Parce que l'université n'a pas seulement une inscription au local, l'université, comme le mot le dit. En fait, ça produit des savoirs universalité, d'une certaine manière, ça a aussi pour vocation de produire des lumières capables d'éclairer l'humanité. Et en ce sens-là, je ne suis pas certain non plus que nous soyons au rendez-vous. Si l'homme ne produit plus de savoir, c'est l'humanité qui va dépérir. Si l'homme ne lit pas, c'est l'humanité qui va dépérir. Et nous allons maintenant, Dr d'Aurismont, rentrer dans ta chambre secrète de lecteur. Quels sont ces livres-là qui t'ont marqué, qui t'ont chaviré, dont tu souhaites en parler? Quel serait ton premier titre? Alors, je dois préciser avant même que c'est pas la chambre secrète. Parce que les spectateurs vont remarquer tout de suite qu'il s'agit là d'ouvrages de littérature, pas de philosophie. Mais ça peut être surprenant, en effet. Mais c'est un docteur de d'une part, philosophie se positionne comme ça, comme lecteur. J'ai toujours eu un élan, justement, vers la littérature.
C'est justement pour éviter ce cérébralisme de tout à l'heure dont on a parlé. Et un enfermement académique également. À la fois l'enfermement académique, mais il y a à un certain niveau quelque chose d'asséchant dans la conceptualisation philosophique. Moi, j'ai toujours voulu résister à cela par la littérature. Justement, et c'est pour cette raison que c'est comme un territoire de lutte, un espace de combat dont tu disposes, où tu as ta liberté de lecteur, où tu es dans ton éros de lecteur. Je dirais plutôt créer une sorte d'oasis, une sorte de clairière dans la grande forêt philosophique, où par moments je peux me laisser aller dans l'imaginaire, dans l'imagerie, dans l'imagination. La littérature peut vraiment étoffer tout ça. Ton premier titre, Doris Mon? Alors, le premier titre que j'ai en tête, c'est la Symphonie pastorale. C'est le roman d'André Gide qui me marque encore une fois. Qui a pris le pas sur les faux monnayeurs. Les faux monnayeurs, ce serait plus intéressant du point de vue esthétique, par cette mise en abîme, tout ça. Qui me plaît bien, mais plutôt Symphonie pastorale, ça renvoie à, justement, on parlait tout à l'heure du cœur, à la force créatrice de l'amour. C'est un roman qui brûle, la Symphonie pastorale. C'est comment on est arrivé, où on peut arriver à transformer un handicap, à transformer justement des incapacités en capacités à force justement de l'amour. Ta symphonie pastorale, Doris Mon, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle donne à voir? Alors, de façon bien vite, disons qu'il s'agit de l'histoire d'un pasteur qui a rencontré une jeune fille, une fillette aveugle, suite à la mort de la grand-mère qui prenait en charge cette fillette aveugle. Alors, dans les conditions assez difficile, de saleté, de misère, le pasteur a emmené la fillette chez lui, en fait, qui vit en couple. Bon, au début, il y a eu plein de difficultés d'adaptation de la famille avec cette intruse, mais avec le temps, voilà ce qui est important, c'est qu'avec le temps, à force d'amour, d'entretien, de soins, il faut le dire, dans le sens de Foucault, de souci de l'autre, de souci de soi. Justement, cette fillette devenue, on pourrait dire, jeune fille, justement, a pu recouvrer la vue. Mais tout le roman montre que tout ça vient de la chaleur, de l'amour. C'est là toute la force créatrice, on en parlait, et de l'amour. On ne va pas rentrer dans les détails, on va laisser aux gens, si tu veux, justement, le goût, le feeling de la découverte. Mais André Gide, c'est aussi un écrivain. On sent que l'écriture est finie, on sent que l'écriture est travaillée. En même temps, on ne voit pas les coutures de la plume de Gide. Les coutures. Tu n'es pas dans sa cuisine de création, tu ne vois pas les ficelles. C'est l'œuvre à l'état brut et vif. En fait, là c'est plutôt la passion, on pourrait dire, de ceux qui s'investissent entièrement à la littérature. Moi, je fais des excursions à la littérature, justement pour une question bien précise, une question de voyage, une question de cœur, une question de ressourcement. Parce que, justement, depuis, avec Paul Ricoeur, et depuis Paul Ricoeur, justement, sur qui j'ai travaillé mon mémoire de maîtrise, j'ai compris que les symboles donnent à penser. La littérature donne à penser. Donc, je vais à la littérature pour trouver assez de ressources pour penser. Et la symphonie pastorale, définitivement, elle donne à penser. Mais est-ce que tu ne soupçonnes pas à ce roman un petit côté quelque peu pervers? Non. C'est vrai, quelque part, il y aurait cette relation suspecte, on pourrait dire, entre le pasteur et la jeune fille, justement, qui a inspiré tant de jalousie à la femme du pasteur. Mais Gide, si je me rappelle bien, n'a jamais
n'a jamais exposé de façon explicite ce qui s'est véritablement passé ou bien ce qui se serait passé véritablement entre la fille et c'est là le où ça pasteur. devient intéressant. Moi, la symphonie pastorale, je l'ai lu, j'avais 17-18 ans. J'étais dans l'attente, comme lecteur pervers, Ouais, c'est vrai, c'est que vrai. quelque chose En se effet, passe. J'étais en dans effet, une on tension. s'attendait à ce qu'il se passerait quelque chose, on pourrait dire, de l'ordre de la nourriture terrestre entre le pasteur et la jeune fille. Là, nous sommes à un autre niveau, mais on va quand même pas tout dire de la symphonie pastorale. Et il faut laisser aux gens aussi ce goût-là pour voir, est-ce que finalement on ne ment pas? Est-ce que les choses ne se sont pas passées de cette symphonie pastorale? Et quel titre aussi? Quel est ton rapport avec les titres de livres? C'est la première chose qui t'attire, ou c'est la quatrième de couverture, ou la présentation physique, matérielle? Quel est donc... Rarement les titres, rarement les, on pourrait dire, quatrième de couverture. En général, on pourrait dire, c'est par des rencontres liées à d'autres lectures. Par exemple, je lisais à un certain moment des romanciers russes, Dostoïevski, Tolstoï, Turgenev, Gogol, tout ça, parce que je le suis encore, mais un peu à un niveau moindre, de Jankélévitch, qui, dans ses ouvrages de philosophie, commente généralement ces romanciers-là. Et du coup, je m'étais toujours porté vers ces romanciers. Ouais. Donc, en règle générale, c'est par des suggestions mais c'est dit juste comme ça, comme on parlait des titres. Jankélévitch, un titre mais magnanime, magnifique, quelque part dans l'inachevé. Quelque part dans l'inachevé. J'ai adoré ce livre. Je ne sais rien, je ne sais quoi plutôt que rien, quelque chose de ce genre. Alors, effectivement, chez Jankélévitch, il y a des titres très... tu sens qu'il y a un travail, parlant, ça a pris des heures, ça a pris des mois pour mais trouver... qui traduisent en même temps tout le propos, sa façon de philosopher. Tout le souffle du livre. Voilà. Je rappelle que tu t'appelles Doris Mont, je rappelle que tu es docteur en philosophie, je rappelle que tu es professeur à l'université, je rappelle que tu es mon invité à Délivrez-vous, je rappelle que Délivrez-vous, c'est la fête de l'esprit, je rappelle que maintenant, c'est votre moment pour respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vous savez, celui qui lit, il a un certain avantage sur celui qui ne lit pas. Il voyage. Depuis son fauteuil de lecteur, il voyage. Celui qui lit, il voyage dans un éros, dans un plaisir du mot, dans un plaisir du texte. Voici pourquoi il est une urgence pour vous de lire, de vous abreuver de mots, de connaissances, de savoir, de lire un peu de littérature, de lire de la philosophie, de lire des livres de sciences. Lisez tout ce qui vous fait plaisir. Ça doit être votre premier critère. Est-ce que le livre vous plaît? Est-ce que le livre vous met en crise, résonne en vous? Le professeur Doris Mont est sur mon plateau. La symphonie pastorale, voici sa première recommandation de lecture, un peu comme une prescription de docteur. Quelle est donc ta deuxième prescription? Le Petit Prince. Le Petit Prince. Ouais, c'est surprenant quand même, hein, ce livre. Alors, c'est peut-être, encore une fois, pour la même raison que la symphonie pastorale. Mais tu es resté philosophe quand même avec Le Petit Prince. Est-ce que c'est? Tu es resté philosophe en choisissant ce livre. Tu t'es fait une fidélité. Le Petit Prince, c'est... À la fois oui et non en même temps. C'est sournois, mais c'est très philosophique. En même temps, c'est parce que il y a au fond, on pourrait dire, cette même attention au cœur. N'oubliez pas ce passage extraordinaire
Saint-Exupéry, c'est le temps que vous avez consacré pour votre rose qui fait que votre rose est importante. Ouais. Donc là, c'est la question de l'intériorité, c'est la question du temps. Alors, l'importance du temps, on pourrait dire dans la constitution des valeurs, dans la constitution de l'importance du temps, on pourrait dire le temps comme investissement, au fond. En fait, consacrer du temps, c'est s'investir, et s'investir, c'est donner de l'épaisseur aux choses du monde. Mais dans Le Petit Prince d'Orismond, est-ce que tu dirais que Saint-Exupéry pose comme principe d'accès à la connaissance la candeur, l'innocence, l'inoffensivité? Ce Petit Prince, même la fin du roman qu'on ne dira pas, dis-nous. Alors, l'inoffensivité, je dirais plus précisément la simplicité, mais précisément de la simplicité du cœur. C'est-à-dire, simplicité du cœur qui voudrait dire une forme de purification de soi pour laisser advenir les choses du monde dans leur... alors, passez-moi l'expression, leur choséité, sans frioriture, sans prétention d'une subjectivité connaisseuse de la chose. Et c'est ce que je considère comme la voix du cœur et qu'il faut de temps en temps prendre en charge pour soutenir et contrebalancer, on pourrait dire, le cérébralisme des fois asséchant de la conceptualisation philosophique, mais aussi de la conceptualisation scientifique en même temps. Absolument. Mais c'est quand même un faux livre d'enfant, Le Petit Prince. Il piège mais tout le monde. Le livre, voilà. Alors, livre d'enfant qui voudrait dire quoi au fond? C'est le lieu, on pourrait dire, d'une certaine sagesse, l'enfance. La simplicité, encore une fois, du regard, la simplicité du cœur. Mais cette candeur dans le questionnement. Le Petit Prince, il demande pourquoi c'est comme ça. Il voyage de monde en monde, on pose rapidement le tableau pour les téléspectateurs. Il rencontre à chaque fois des psychologies différentes et il découvre des humanités. Et pas nécessairement, des fois, des êtres qui sont entre les deux. Mais ce Petit Prince, dans cette candeur-là, dans son rapport à la connaissance, si on considère la fin du roman, est-ce que cela sous-entend que la candeur finit toujours par tuer? Finit toujours par tuer, justement, dans un monde de concepts, dans un monde, on pourrait dire, tracé selon les règles de la géométrie. La géométrie rationnelle, la géométrie du cerveau, et de la géométrie du cerveau qui est une géométrie linéaire, type géométrie euclidienne, et non la géométrie du cœur qui est une géométrie plastique, courbe, imprévisible, et par là qui appelle une disponibilité, ce que vous appelez la candeur. Donc ça peut tuer justement dans un monde marqué par la linéarité, marqué par les angles droits. Ou voilà, dans un autre monde où la candeur aurait sa place, ça donnerait accès à plus de savoir, ça donnerait accès à un monde de connaissances. Le Petit Prince, deuxième prescription du docteur d'Orismond, que je vous recommande à lire absolument également. C'est l'un des livres les plus lus au monde, les plus vendus au monde. Donc l'occasion, facile à lire. Hein. C'est toujours, quand je prescris des livres aux gens, ma première recommandation. Quand les gens me disent, D'Angelo, je veux lire, mais je ne sais pas quoi lire. Je leur dis, commencez par Le Petit Prince. Après, je recommande Kate Limans, que j'adore, L'heure hybride. Mais justement, tu aimes une autre écrivaine haïtienne, tu me disais, qui vit aux États-Unis, et ça fait longtemps, depuis qu'elle a 12-13 ans, qui écrit en anglais, qui a reçu des récompenses inespérées pour une écrivaine, on va dire, d'origine haïtienne, qui s'appelle, je te laisse le privilège. Edwige Dandicat, justement, Le Briseur de Rosée, qui, selon moi, est, alors pas le plus grand roman en général, mais le plus grand roman de la mémoire de la dictature est écrit en Haïti. Jusque-là, en fait, avoir l'ensemble des questions soulevées avec une telle pertinence, une telle perspicacité, je considère comme l'un des romans d'une grande importance en ce qui concerne la mémoire ou les mémoires souffrantes, les mémoires post-dictatoriales ou post-situation de terreur. Ouais. Alors, voici un roman
qu'on pourrait appeler un roman à thème. J'ai envie de te taquiner maintenant, Doris Mon. Penses-tu que la littérature est capable de faire ces choses-là, de parler d'autre chose que d'elle-même? Une littérature engagée, est-ce que ça existerait? À ce niveau, je me fais, alors c'est inévitable, malgré des luttes incessantes, je me fais ricoeurien. Paul Ricoeur, je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai consacré mon mémoire de maîtrise sur la question de récit, sur la narration. Et il a, je crois justement, montré à un moment de son argumentaire général sur la question de récit, où il s'est débattu avec le structuralisme qui a montré une autonomie intrinsèque de l'œuvre, précisément de l'œuvre littéraire, que tout acte de parole est acte de. Parler, c'est parler de. Autrement dit, il y a toujours une forme d'extériorité. Extériorité, on pourrait dire matérielle, extériorité propre au langage lui-même, dans l'acte de parole, y compris dans l'acte d'écriture. Il n'y a pas de parole sans fonction référentielle. Tout à fait. Donc voilà, vous avez trouvé l'expression juste. Donc c'est pour dire que la littérature peut bien sûr parler d'elle-même tout en parlant d'autre chose. Et l'Identica l'a fait, mais elle écrit en anglais. Est-ce que tu l'as lu en anglais ou en français? Non, je ne l'ai pas lu en anglais. Le texte est traduit en français, justement. Mais c'est pour continuer à te taquiner au fait que je te pose la question de la sorte sur le principe de la traduction. Les auteurs russes, Gogol, par exemple, Le manteau de Gogol, j'ai adoré cette nouvelle. Mais je me suis dit, si je parlais russe, est-ce que mon plaisir de lecteur n'en serait pas doublé? Je suis là dans le principe de la perte dans tout exercice de traduction. Avons-nous accès à l'œuvre, au souffle de l'auteur, à son charisme? Je dirais que ce questionnement porte quelque chose du masochisme. Dans ce sens que on diminue justement l'intensité de la joie éprouvée dans la langue, justement, on lit l'auteur, pour se poser des questions sur une joie éventuelle. Ça, c'est pour moi le propre de celui qui se refuse à jouir de ce qui est sous la main. Ou qui pense toujours à une jouissance, voilà, qui serait supérieure à cette jouissance-là. Ouais. Quand je lis, par exemple, Gouverneur de la Rosée, je me dis, en anglais, est-ce que j'aurais saisi, tu vois, tout ce souffle-là, ce Jacques Roumain qui dit « Et la poussière lui coula entre les doigts, tel un chapelet de misère ». Tu vois, cette sonorité en français, ça m'a secoué. Je me dis en anglais, comment peux-tu restituer cet imaginaire-là? Une langue, c'est beaucoup plus ça, au fait. C'est un imaginaire, une langue. C'est l'imaginaire. Mais dans ce sens-là, c'est plus la langue qui sera le problème. L'imaginaire qu'il faut chercher à s'approprier. Et ça, bien sûr, la traduction ne le donne pas tout le temps, mais on n'a pas non plus à se torturer, faute justement d'avoir accès à cet imaginaire. Ouais, on peut toujours... Sinon, on pourrait dire, on devra avoir besoin de plus d'une langue pour lire les auteurs. Absolument. Mais tu sais, il y en a qui sont tellement... qui se donnent le plaisir d'apprendre d'autres langues que pour lire dans ces langues-là. Mais sur la traduction, Doris Mon, toi qui es philosophe, est-ce que des fois, on n'est pas dans l'intraduisible? Je prends Bonnel Auguste, qui écrit « Pipi nan même chéri, on forme tant coup pas faite pour pipi à terre. Cracher dans bouche moins chéri, cracher dans bouche moins pour soleil la vine gouiller sous pointe langue moins ». Comment tu traduis ça en français? Il est déjà dans la traduction. Il est déjà dans la traduction. Pipi dans bouche moins. Et je suis certain que Bonnel a dû éprouver quelques insatisfactions de ne pas pouvoir tout rendre du fond de lui-même. C'est très beau, c'est effectivement extraordinaire. Mais ça a l'air intraduisible dans une autre langue. Pas intraduisible, dans le sens où on pourrait trouver quelque chose d'approximatif. Bon, c'est ça la traduction. Oui, nous sommes dans l'approximatif. Mais pas le dire tel quel, avec justement cette même charge de l'imaginaire. Et émotionnel. On va dire que le poème est une bombe émotionnelle. Justement, mais c'est l'émotion, au fait, qui soit difficile à traduire.
là, on a l'impression, on a le sentiment que Bonnel est réussi, bien sûr. Du moins en créole pour le coup, mais parce que le transfert dans une autre langue. Nous avons cette prétention du créole parler, créole comprendre, mais la charge émotionnelle au fond de Bonnel, est-ce que cette charge-là a été entièrement rendue? Comme on dit, rendre l'âme, par exemple. Il a tout là, tu as un autre niveau, dans le sens où, est-ce que ce que le poète a comme idéation, comme projet d'écriture, comme ressenti, comme symbolisation, est-ce qu'il arrive vraiment à faire couler ce ressenti-là sur la page? C'est juste pour signaler que, voilà, une traduction de l'émotion, de ce qui se passe, en tout cas de son drame intérieur. Donc la perte est permanente. Que vous avez trouvé très fort, qu'on ne saurait dire autrement, mais on ne sait pas, lui, s'il a réussi, de son point de vue. Ouais. C'est un autre niveau, en effet, dans la discussion, cette incapacité à dire, mais fidèlement, ce qu'on ressent. C'est aussi une façon pour dire qu'une traduction réussie, c'est toujours de quelques lieux qu'on l'apprécie. Ça peut être le cas pour la langue. On peut, je ne sais pas, traduire ça en anglais, en espagnol, selon ce que le français, l'espagnol, l'anglais portent comme imaginaire. Et considérer qu'il ne saurait avoir d'autre manière de traduire ça que... Voilà. Troisième recommandation de lecture, Le Bariseur de Rosée, et avec Edwidge Danticat, écrivaine haïtienne qui vit aux États-Unis, qui a eu beaucoup de prix et beaucoup de récompenses aux États-Unis. La Symphonie pastorale, André Gide, Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Docteur Dorismond, qu'est-ce que tu prescris au peuple présentement? Alors, j'ai pensé d'abord, de façon générale, à Gary Victor, le romancier haïtien que j'aime bien, parce que chez Gary Victor, il y a quelque chose qui se dit, que j'aimerais dire de façon conceptuelle. Il y aurait une sorte de fond abyssal dans la culture haïtienne, que j'appelle ça avec Georges Bataille, la part maudite, qui revient de temps en temps, foutre le bordel au sein de la société et nous place dans une situation inconfortable d'improvisation, d'informalisation, en tout cas que les sciences sociales, la philosophie comprise, ne parviennent pas jusqu'à présent à colmater, que la politique non plus ne parvient pas à colmater, au contraire, qui se trouve prise soit sous le charme de cette réalité sauvage et qui donne lieu plutôt à ces situations tant surprenantes d'improvisation, de difficile institutionnalisation, de récurrence de l'informel, de tout ce brouhaha que nous constatons dans la société haïtienne, qui fait la surprise de certains, considérant que nous avons une capacité de résilience extraordinaire, et que pour moi, c'est plutôt, bien sûr, quelque chose de fondamental, mais qui mérite d'être pris en compte, pas seulement du point de vue de la littérature, par des descriptions ou des narrations, mais aussi par un travail de compréhension, d'explicitation. Pour saisir l'œuvre de Gary. Ce qui se passe à ce niveau-là. Alors c'est un écrivain extrêmement prolifique. C'est aussi et surtout un écrivain qui ose. Les personnages de Gary Victor vont au bout des choses. Je pense à l'un de ces personnages dans Langue des rues parallèles qui, à un moment, dans une cérémonie vaudou, une cérémonie loi au Palais national, le président prête à tout pour rester au pouvoir. Ce personnage qui dit au président, pour rester au pouvoir, il faut que je te pisse sur le visage. J'ai vu Gary Victor pisser sur le visage d'un chef d'État haïtien. Là, je n'ai pas en tête, mais je crois avoir lu au moins deux scènes dans deux romans de Gary Victor où justement les personnages désacralisent d'une certaine façon, banalisent. Alors, ce n'est pas uniquement banalisé dans le sens où on déconstruit le président,
mais parce que déjà le président a déjà banalisé sa fonction de présidence en se trouvant là où il Oui, là, il s'est cérémonie trouvé. pour avoir Au la passif, chance, il faut pour dire rester au passif, Ouais. c'est-à-dire c'est le premier citoyen de la République, gardien de toutes les normes politiques, sociales de la République, mais qui se trouve dans une situation de passivité, on pourrait dire de patience, face à un Ougan. Ouais, et qui est Et- en et ce déficit que ça- d'autorité. À mon sens, ce que Gary Victor justement veut signaler, c'est cet aspect ridicule, Ouais. on pourrait dire, des Haïtiens. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord sur cet aspect-là, mais montrer le caractère ridicule d'un président qui devait être, en tout cas, du point de vue de sa fonction, d'une grande lucidité, d'une grande perspicacité, mais qui se trouve dans un état d'esprit marqué par la naïveté. Ouais, la naïveté, la peur. La naïveté et la peur. Et le désarroi métaphysique. C'est un Désarroi métaphysique, ça c'est l'affaire, on pourrait dire, de tous les Haïtiens, du président précisément, parce que, et c'est là justement que Gary Victor est pour moi d'une grande importance. Ce désarroi métaphysique traduit, on pourrait dire, une sorte, ça a été bien le cas à l'angle des rues parallèles, renversement de l'ordre des choses. Ouais, les écritures s'inversent, les miroirs deviennent aveugles. Mais c'est ce qu'on pourrait considérer comme le chaos à un certain moment, le désordre. C'est un roman chaotique, en et effet. Et c'est bien à ce niveau que nous nous trouvons. Mais le plus important, c'est que c'est la présence du miroir qui vient de je ne sais d'où. Ouais, ce miroir qui est dans le ravin. Voilà, dans le ravin. Mais d'où vient-il? On ne sait pas trop. Donc ça donne pour moi l'impression que la société haïtienne se serait, on pourrait dire traversée, habitée par une force. Une force qui la met... Par un élément, on pourrait dire, de la nature. En tout cas, ça a été bien dans la nature, un ravin, tout ça. Dans la nature, voilà. Et qui nous met dans une situation de folie, de renversement de l'ordre des choses. Et qui nous met face à des apories également. D'où vient ce miroir? D'abord, d'où vient ce miroir? Question philosophique par excellence. Pourquoi les autres miroirs refusent de donner les reflets? C'est précisément... alors, la question d'où vient le miroir, c'est bien sûr question philosophique, mais c'est avant même d'arriver à cette question de l'origine du miroir, mais c'est l'effet, justement, du renversement, et qui nous met dans une situation chaotique, dans une situation, je dirais, bordélique et de violence, et qui rend impossible la politique, déjà. Ouais, c'est vrai qu'il fait ça, il taquine beaucoup Gary. Dans l'un de ses romans d'ennui, Albinos, par exemple, il y a ce prêtre sur la route de Tabar qui est carrément en plein ébat sexuel, ce qui est interdit par la corporation. Il y a ce grand chien albinos lâché dans la nature qui va lécher le cul du prêtre. Tu vois, ça, c'est Gary. Mais tu voulais parler d'un autre roman de Gary qui t'a marqué. Alors, j'en ai plein. En fait. Au début, j'ai eu en tête la symphonie pastorale. Ça, c'est pour... Pas la symphonie pastorale, plutôt, c'est pour Maudite Éducation. Maudite Éducation. Je suis encore avec Gilles. Maudite Éducation. Qui est un roman très personnel. C'est un peu, c'est Gary Victor dans son histoire de vie. Quelque peu édulcoré. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, je ne suis pas biographe de Gary. Mais j'aime bien les romans de Gary. En fait, dans Maudite Éducation, c'est déjà, puisque vous avez parlé tout à l'heure du titre, le titre m'a beaucoup interpellé. Mais c'est plus la force, on pourrait dire, de la sexualité. Alors j'ai toujours ce sentiment, cette impression que la sexualité, c'est comme le grand flux du monde. On ne peut pas l'ordonnancer comme on veut. Elle revient constamment au galop. et des fois, comme... Chasser la sexualité, elle revient au galop. Comme une rivière en crue. Alors, ça veut dire quoi? Avec plus de force que si, justement, on l'a laissé partir de sa propre course. C'est exactement ce qu'il fallait faire, mon cher Dorismond. Tu as recommandé
mais 4 livres qui sont d'un intérêt capital. Maudite éducation, Gary Victor. La symphonie pastorale, André Gide. Tu as aussi recommandé Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Et tu as bouclé la boucle avec Alors, Le Briseur de Gide, Rosée. Le Briseur de Rosée, d'Edwidge Danticat. Edwidge Danticat. Ce fut un plaisir, mon cher Doris. Plaisir partagé. Et je remercie aussi les téléspectateurs pour leur attention. Ouais, Et parce que là, tu retournes au cap. J'espère que mes conseils de lecture serviront. Non, tu as fait le bon docteur. C'était donc le docteur Doris Mon sur le plateau des livres. Et vous savez, vous avez intérêt à rester avec nous. Dans la rubrique Temps Science, écoutez ça bien, regardez ça bien. Nous allons parler de parapsychologie. Allez, à tout de suite, respirez. Écoutez, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe. Vous suivez des livres et vous, nous sommes maintenant dans la rubrique Temps Science. Je m'en vais vous dire ce qui suit. Chaussures en jeans, pantalon en jeans, t-shirt sexy, veston gris. Je m'appelle Maître Volmar et je vais vous parler de parapsychologie. Bienvenue, Maître Volmar. Comme tu sais bien les faire, les présentations. Écoute, attention, faisons les choses avec manière et excentricité. C'est ce qu'il faut et peut-être que ça va dire de nous des éléments sur notre parapsychologie. Ah, mon cher. Voici le sujet du jour, Maître Volmar. Mais pour le réalisateur de l'émission déjà, pour Barreau qui permet à cette émission de se faire, qu'est-ce que la parapsychologie? En fait, c'est une étude, bon, j'ose pas dire science, mais quand même, c'est une étude. Ouais, beaucoup la qualifient de Oui. pseudo-science, en effet. Ouais. Donc, ils étudient les phénomènes qu'ils appellent les phénomènes psy. Ouais. C'est les interactions PSI. Ouais. C'est l'étude des interactions qui pourrait y avoir entre l'esprit, le psychisme et le monde extérieur ou un autre esprit. Ce qui fait que le parapsychologue, il va étudier les perceptions extrasensorielles, les PES, disent-ils. Eh bien, il y a 2 types de psy. Il y a les PES et les PK, donc les perceptions extrasensorielles et la psychokinésie. Pour les perceptions extrasensorielles, c'est les interactions avec d'autres esprits, comme par exemple la télépathie, la précognition. Et pour la psychokinésie, c'est l'action sur le monde. C'est le fait que, par exemple, la télékinésie, de faire bouger des trucs, de pouvoir savoir ce qui se passe derrière un mur, par exemple. Là, nous sommes dans la parapsychologie. Oui, nous sommes dans la Nous sommes dans la parapsychologie également quand des gens peuvent, soi-disant, prévoir l'avenir. Oui, ça c'est la précognition. La précognition. Des gens qui peuvent te dire, ah, vu le temps qu'il fait, vu l'humeur, je pense que demain, il y aura telle chose. En fait, ça c'est plutôt de la déduction, quoi. Et la précognition, c'est plus subtil que ça. C'est quasiment avoir accès à tout l'aspect du temps, quoi. Le futur, le passé, le présent sont accessibles à l'esprit qui se prétend être précognitif, quoi. Donc, par exemple, c'est ce qui se passe avec les médiums qui peuvent vous prédire votre avenir parce qu'ils ont accès à votre futur. Donc ça... Ouais. Ça s'appelle, mais tout un domaine... je pense qu'on a déjà reçu... oui, Marie-Alice Théard, voilà. Qui est justement dans ce secteur-là. Mais qu'est-ce que nous savons sur l'origine de la parapsychologie? En fait, la parapsychologie a suivi immédiatement la métaphysique, pas dans le sens philosophique du terme, mais dans le sens où on étudiait, par exemple, pourquoi il y a des gens qui arrivent à des mouvements très complexes alors qu'ils dorment, ce qu'on appelle le somnambulisme. Le somnambulisme. Donc, au fur et à mesure, on a fini par calquer la méthode scientifique, la méthode expérimentale, avec la métaphysique pour avoir la parapsychologie. Et donc, c'est comment dirais-je, un transfert méthodologique qui nous a donné
la parapsychologie, qui est en soi déjà une étude pluridisciplinaire. Donc, il n'y a pas seulement que... Enfin, les parapsychologues, généralement, ce sont soit des physiciens, soit des chimistes, soit des biologistes, soit des psychologues, etc. Et ce sont des gens qui donnent carrément des consultations. Un parapsychologue, il y a un côté pratico-pratique dans la chose. Oui, mais la plupart du temps, dès qu'on parle de parapsychologie, on parle de chercheurs. Ils disposent de laboratoires, des méthodes de statistiques d'analyse, pour comprendre comment, par exemple, deux esprits peuvent se connecter pour communiquer par télépathie. Ouais. Et ils utilisent des méthodes assez sévères en termes de tests et statistiques en sciences. Ben, bien entendu, ça n'empêche qu'ils supportent la critique de la pseudoscience. Si nous considérons le cas de Marie-Alice Théard, son dernier livre, Apprivoiser le silence de la mort, elle était rentrée en contact avec son fils mort, qui lui a carrément inspiré le livre. Oui. Est-ce que là, nous sommes dans un cas de parapsychologie en fait, pour étudier cette connexion-là entre Marie-Alice, être humain concret, avec un esprit qui serait un esprit d'outre-tombe, pour calquer Chateaubriand? Bon, on peut dire que c'est déjà ce que les parapsychologues appellent un phénomène psy. D'ailleurs, les critiques les plus sévères, les plus acerbes contre la parapsychologie, c'est le fait que le phénomène psy n'est pas certifiable. Ils ne peuvent pas prouver que ces phénomènes existent. Donc, ce qu'ils vont étudier vont avoir nécessairement des problèmes méthodologiques. Déjà, la base est très subjectif, en ce sens que nous sommes en train d'étudier ce que dit une personne. Ouais. Avec tout le respect que je dois à Marie-Alice. Oui, on est sur le principe de la parole donnée, en fait. On est loin d'une rigueur objective. Il y a déjà une branche de la psychologie qui étudie ces genres de phénomènes. Non pas en tant que phénomène psy, mais en tant qu'interaction même de l'esprit humain face à des croyances qu'on ne peut pas certifier de l'existence. Comme des études sociologiques aussi. Comment réagit toute une société, par exemple, face aux zombies, face à la capacité de déplacement de corps astral, etc. Ou à la bande de Champouel, Bizango, toutes ces connexions-là. Et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec, le fait de pouvoir voler à des gens qui sont dans tout ça. Donc, immédiatement que tu souhaites étudier ces phénomènes-là, là, nous sommes en parapsychologie. C'est ce que je veux que les gens comprennent, au fait. Oui. Dès que tu penses mobiliser des outils scientifiques pour comprendre ces discours métaphysiques-là. Et la parapsychologie englobe d'autres choses qu'on pourrait ne pas penser, comme par exemple les apparitions d'extraterrestres, même si ça fait partie un peu de l'ufologie, qui est une autre étude des objets volants non identifiés. Mais il y a ce rapport qui pourrait y avoir avec des gens, par exemple, qui se disent qui ont été kidnappés par des extraterrestres, qui ont une connexion spirituelle avec les extraterrestres. C'est le cas, par exemple, de Raël, celui qui mène le mouvement ralien, qui a transformé la question extraterrestre en question spirituelle et devenir un gourou en France. Tout carrément. Et dernière petite question, Maître Volmar. Si nous rentrons maintenant dans le vaudou haïtien, quand quelqu'un est habité par un loi, L-O-A, quand quelqu'un est possédé, est-ce que nous sommes dans un cas parapsychologique? Oui, nous sommes toujours dans un cas parapsychologique parce que ce qu'on peut comprendre avec la parapsychologie, c'est qu'elle s'intéresse à tout ce qui n'est pas scientifique, au fait. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de la matérialité et qui n'est pas énergie dans le sens physique du terme, mais matière. Donc, se faire être possédé par être habité, voilà c'est déjà des phénomènes que généralement les gens appellent les phénomènes métaphysiques, même si je pense que le terme est impropre. Mais ils étudient quand même cela parce que comment l'esprit d'un homme ou d'une femme peut quasiment laisser son corps et pour qu'un autre esprit rentre et parle en même temps dans sa bouche. Parle en même temps. Mais il y a aussi les phénomènes de réincarnation. Le fait d'avoir vécu beaucoup de vies. Je me rappelle que Marie-Alice avait dit que vous avez vécu des vies. Vous avez été scribe. Scribe à un moment, gourou, prêtre. Comment expliquer que l'esprit laisse incessamment des corps pour revenir encore dans des corps, oublier son passé, revivre encore sur Terre et mourir pour revivre encore. Donc étudier tout ça, c'est la parapsychologie. Des recommandations de lecture? La plupart des bouquins sont en anglais. En fait, je dois dire aussi qu'il y a
des instituts qui sont pris très au sérieux dans le monde sur la parapsychologie. Vous êtes parapsychologue, vous devrez produire des articles très sérieux pour qu'on vous accepte dans ce cercle de parapsychologues. Et ça pourrait peut-être être étonné, mais il y a environ 200 parapsychologues qui sont régulièrement inscrits dans ce club. C'est comme de la franc-maçonnerie, c'est comme une confrérie, quoi. Ouais, carrément. Donc là, il y a Dean Radin qui a écrit La conscience invisible. Donc ça, c'est l'unique référence française que j'ai pu trouver. Les autres, ils sont en anglais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de textes, comme je le dis toujours, sur la toile. Et les gens pourront déjà, La conscience invisible, les gens peuvent lire ça. Voilà. Bon, ouais. Et puis, moi, je dirais toujours que faut toujours prendre la parapsychologie avec des pincettes parce qu'ils ont toujours, et jusqu'à présent, des problèmes méthodologiques du point de vue des expérimentations. Et c'est pour cela que la communauté scientifique, d'une seule voix, dit que c'est une pseudoscience. Merci, Maître Volmar. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est dit. Au moins, cette poignée de main, elle est concrète, elle est physique, elle est hors de la parapsychologie. Voici donc un domaine pour lequel vous pouvez développer de l'intérêt. Nous vous invitons à avoir cette attitude intellectuelle-là, développer de l'intérêt pour toutes les choses de l'esprit. La semaine prochaine, on va parler de futurologie. Attention ensemble avec Maître Volmar. Je remercie le staff technique de la télé qui m'a permis de vous présenter cette émission. Je vous demande de continuer à charbonner votre intelligence, à faire la fête aussi. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.